voudrais revenir sur la question de la dialectique entre le mouvement et la voix, qui sont deux activités qui sont complémentaires et qui correspondent à deux humanités différentes. Celle de la caverne, qui est celle de la voix, et celle qui est hors de la caverne, qui est celle du mouvement. Et entre ces deux mondes, qui ne peuvent pas communiquer en fait, parce que les gens de la caverne ne voient pas, et les gens qui sont hors de la caverne n'entendent pas. Tout simplement, parce que pourquoi entendre si on voit? Si je vois quelqu'un marcher, je vais bien me dire il marche. Et inversement, pourquoi voir si j'entends? Si quelqu'un me dit je fais ceci, je fais cela, je le crois. C'est un problème. Je n'ai pas besoin de le voir. Donc ce sont des valeurs totalement différentes. Et entre ces deux mondes, il y a des interfaces, des intermédiaires, des passerelles. D'un côté, il y a ce que j'appellerais le commentaire. C'est-à-dire que je dis à voix haute ce que je vois, pour que celui qui entend, mais qui ne voit pas, sache ce qui se passe. De l'autre côté, il y a l'écriture, qui me permet de savoir ce que quelqu'un dit, que je n'entends pas, en regardant la transcription de ce qu'il dit, pour que celui qui voit puisse, en quelque sorte, entendre sans entendre. Donc nous avons un système binaire, quaternaire, je veux dire. La vue, la voix, l'écriture, le commentaire. Bien évidemment, de nos jours, ce clivage est relativisé, forcément, par ce que j'appellerais la symbiose, par ce que j'appellerais le fait de parler le langage de l'autre, ce dont j'ai déjà parlé par le passé. Mais fondamentalement, c'est bien ça dont il s'agit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui travaille dans la vue n'a pas foncièrement et viscéralement besoin ni n'a pas besoin d'entendre, n'a pas besoin de paroles. Et celui qui travaille dans la parole n'a pas besoin de voir. Donc le couple que nous connaissons aujourd'hui, c'est une fiction, quelque part. C'est une fiction sur moi X, c'est-à-dire que c'est quelque chose que nous nous imposons, mais dont nous n'avons pas fondamentalement besoin. Sauf évidemment dans la perspective de la procréation, qui est un sujet en particulier, un peu à part, et dont j'ai d'ailleurs parlé maintes reprises. Mais ces deux humanités, ces deux mondes, qui se sont certainement développés séparément et parallèlement pendant des siècles, sinon des millénaires, nous en sommes les héritiers, selon des processus qui ne sont pas ici à préciser, et qui fait que, de facto, les hommes sont les héritiers des hommes, des êtres qui étaient hors de la caverne, et les femmes sont les héritières des êtres qui étaient dans la caverne. Et si on préfère, la caverne c'est l'obscurité, donc on ne voit pas, et hors de la caverne, on n'a pas besoin de parler puisqu'on voit. Donc, effectivement, moi-même, par exemple, je parle, je suis un homme. Et les femmes ne sont pas aveugles, elles voient. Mais, qu'est-ce qu'elles voient? Qu'est-ce que je dis? C'est un autre problème. Est-ce qu'il y a la même intensité de vision chez les femmes que chez les hommes? Est-ce que sur le plan cérébral, c'est la même connexion? Et est-ce qu'il y a la même connexion cérébrale au regard de l'ouïe, de l'écoute, chez la femme et chez l'homme?
Je pense qu'il y aurait des surprises il faudrait s'attendre à certaines surprises du point de vue des neurosciences à l'avenir. Donc, entre ces deux mondes, il y a une symbiose dont nous sommes les héritiers, mais une symbiose toute relative, c'est-à-dire qui ne fait pas disparaître totalement ses composantes, mais qui les redistribue d'une certaine manière entre les garçons et les filles. Alors qu'au départ, évidemment, il s'agissait de deux humanités qui avaient leur propre mode de reproduction. Peut-être androgynal d'ailleurs. Et être sourd pour un homme, c'est pas la même chose que d'être sourd pour une femme. Être aveugle pour un homme, c'est pas la même chose que d'être aveugle pour une femme. Je dirais d'une certaine manière qu'être sourd pour une femme, c'est bien plus terrible que pour un homme. Être aveugle pour un homme, c'est bien plus terrible que pour une femme. Parce que la nourriture que nous recevons sur le plan oral, auditif, pour un homme, n'a pas la même qualité, n'a pas la même densité, n'est pas retraité, n'est pas accommodé de la même façon, avec la même qualité que ce que nous recevons visuellement. Et inversement pour les femmes. C'est-à-dire que nous ne connaissons pas, nous ne captons pas toutes les énergies du sens qui nous est étranger. Autrement dit, nous ne nous nourrissons pas suffisamment. Un homme, par exemple, peut se nourrir fondamentalement de vision, de regarder, de voir des gens, pourvu que ces gens soient beaux, bien sûr. Et les femmes sont beaucoup plus indifférentes à la beauté, quelque part, de l'autre. Elles peuvent supporter un monde de laideur, beaucoup plus que les hommes. En revanche, elles ne supportent pas un monde où l'on crie, un monde où les paroles sont agressives, sont grossières, etc. Alors que les hommes, ça leur est assez indifférent. Ils ont une tolérance plus grande. Donc la tolérance concernant les nuisances n'est pas du tout la même chez les hommes et chez les femmes. Et on voit bien que les femmes sont insupportables les cris, insupportables les insultes. Les hommes peuvent les supporter. Inversement, les femmes peuvent supporter la laideur, la vieillesse, la maladie, la difformité, ce qui est extrêmement déplaisant pour les hommes. Donc dans le domaine médical, paramédical et même psychiatrique, les femmes sont plus performantes que les hommes parce qu'elles ne sont pas trop sensibles à la beauté et au visuel. Et les hommes peuvent supporter davantage au niveau auditif, ils peuvent supporter des bruits, ils peuvent supporter des cris, des engueulades, sans en être traumatisés, alors que ce n'est pas forcément le cas des femmes. Donc la vulnérabilité n'est pas la même, la sensibilité n'est pas la même, ce qui est pénible pour l'un n'est pas tant pour l'autre, etc. Il serait bon, donc, dans le point de vue de la sexosociologie, que chaque groupe, chaque membre d'un groupe, l'un ou l'autre, soit conscient de tout ce que je viens de dire. Et ce n'est pas le cas. On projette sur l'autre notre propre sensibilité, ce qui est une erreur. Donc, il y a des intermédiaires, comme j'ai dit, des scribes, par exemple, et des traducteurs. Des commentateurs, d'ailleurs c'est intéressant, les commentateurs, parce qu'on pense aux journalistes. Des scribes, donc il y a une population intermédiaire entre les gens qui sont complètement dans le visuel et les gens qui sont complètement dans l'auditif, population intermédiaire, un peu comme les équinoxes, par opposition à la ligne solsticiale. Il y aurait le solstice été-hiver qui correspondrait à la vue et à la voix, parce qu'en été, on voit, et en hiver, on a la voix, si on peut dire. Et entre les deux, il y aurait cette zone intermédiaire qui serait, quand on va de la voix vers la vue, l'écriture,
Et quand on va de la vue vers la voix, ce que j'appelle le commentaire, c'est-à-dire que le journaliste qui raconte ce qu'il a vu, qui décrit ce qu'il a vu. Il décrit. Il peut même le faire oralement, d'ailleurs. Il décrit, alors que dans l'autre sens, on écrit. De la voix à la vue, il faut écrire, et de la vue à la voix, il faut décrire.